participer à cette rencontre complètement exceptionnelle pour la place de Luxembourg, puisque je ne crois pas qu'il y a eu souvent un ministre de la Santé fédérale qui a fait le déplacement. Et donc, je vous remercie franchement, très sincèrement, ainsi que les membres de votre cabinet, monsieur le vice-premier ministre, de votre arrêt ici à Arlon aujourd'hui. Alors, je vais rapidement parler de la coopération transfrontalière pour qu'on puisse échanger ensuite, à la suite de vos propos, avec la presse. Et donc, je voudrais dire simplement quelques mots. Sur la coopération sanitaire transfrontalière, elle s'inscrit dans le cadre des incitants que l'Union européenne a créés à travers la politique interrégionale à partir de 1990, dans le cadre de la présidence de la Commission exercée par Jacques Delors à ce moment-là. Et c'est grâce au programme d'action Interreg qu'on a pu développer cette coopération sanitaire transfrontalière, principalement entre la France et la Belgique et dans d'autres espaces frontaliers de l'Union européenne, parce que les programmes Interreg ont financé cette coopération. Alors, les programmes Interreg aujourd'hui jouent un rôle de moteur essentiel et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé toutes les infrastructures qui existent aujourd'hui le long de la frontière franco-belge. Et je voudrais souligner que c'est lié au fait que la santé est une thématique qui relève de la compétence exclusive des États membres de l'Union européenne. La Cour de justice l'a confirmé à plusieurs reprises après les arrêts de 1998, Kohl et Decker, qui sont des Luxembourgeois et qui étaient venus notamment se faire soigner ici à Arlon. Et depuis lors, si nous voulons instaurer progressivement, pas à pas, l'Europe sociale ou l'Europe de la santé, nous devons la construire au quotidien par des processus de ce type. La Commission européenne, en 2017, c'est-à-dire exactement le 20 septembre 2017, a sorti une communication intéressante sur les espaces frontaliers pour encourager la croissance et la cohésion dans les régions frontalières. Et elle a défini que l'espace frontalier représentait 40% du territoire de l'Union européenne, 30% de la population, 30% du PIB de l'Union européenne, que ce sont des régions économiquement moins développées en règle générale, mais où l'accès est restreint aux services publics et qui requiert la nécessité de naviguer souvent entre des législations différentes suivant les différents États qui la composent. Le même jour, la Commission a publié une brochure sur la coopération sanitaire transfrontalière dans laquelle, on retrouve tous les éléments de la coopération franco-belge. Cette coopération franco-belge, on peut la voir à travers cette représentation qui reprennent toutes les coopérations transfrontalières que nous avons créées à partir de l'accord-cadre qui a été signé en 2005 entre M. Demotte et M. Bertrand. Lors de cet accord-cadre qui permet la négociation de conventions interhospitalières mais aussi territoriales, nous sommes passés de coopération interhospitalière à des coopérations territoriales. C'est-à-dire que nous avons abordé la coopération sanitaire sur base de la recomposition d'un territoire à l'intérieur duquel la frontière est annihilée. Et c'est la raison pour laquelle on a adapté les territoires aux spécificités des besoins de la population et des institutions de soins existantes pour articuler l'offre de soins sur ces territoires. Et dans ce cadre, aujourd'hui, il y aura une réunion qui est programmée pour évaluer cette coopération le mois prochain et certains prétendent qu'il serait intéressant de ne faire qu'une seule ZOA selon le territoire franco-belge. Personnellement, si je puis m'exprimer à ce sujet, je voudrais dire que ce serait peut-être une erreur, car en fait, il faut tenir compte des spécificités territoriales pour valoriser les coopérations qui reposent sur des acteurs de terrain qui se sont mis en collaboration pour créer les dispositifs que l'on a mis en place aujourd'hui. Et je pense que ce serait une erreur parce qu'on annihilerait un peu l'effet positif de la dynamique qu'ont créé aujourd'hui les acteurs de terrain pour développer ces collaborations. Ces collaborations sont entretenues par eux et c'est dans cette dynamique, je crois, qu'il faut soutenir ces coopérations transfrontalières. Je pense que les dispositifs d'uniformisation à caractère un peu trop bureaucratique ne sont pas nécessairement positifs pour les objectifs que l'on poursuit dans le cadre de ces coopérations. Et donc j'espère qu'on tiendra compte des spécificités territoriales et il suffit de se promener dans les Ardennes françaises
pour voir qu'on n'est pas du tout dans les mêmes territoires que dans la région nord de Lille et de l'Eurométropole, avec Moucron, Tourcoing, avec Courtrai et avec Ypres. Tandis que dans les Ardennes, on a un déficit en offre de soins considérable et une désertification médicale importante. On est dans des dispositifs tout à fait différents. Pour nous, ici, nous avons travaillé principalement sur l'espace qui regroupe, je dirais, l'offre de soins de la province de Luxembourg, et nous avons développé une activité assez importante entre l'hôpital d'Arlon et l'hôpital de Longwy, qui est situé à Mont-Saint-Martin. Il y a à peu près 6 000 patients qui traversent la frontière chaque année dans ce cadre. Pour l'ensemble du territoire franco-belge, on est à peu près à 20 000 patients. À côté de ce dispositif de territoire de santé transfrontalier qui s'appelle des OAST, on a développé aussi l'aide médicale urgente. Et ici, sur cette carte, on peut voir que dans le cadre de l'aide médicale urgente, on a un flux de SMUR frontaliers qui traverse la frontière. Ça représente à peu près chaque année 500 interventions. Et dans ce territoire-ci, on a mis en place un dispositif tout à fait exceptionnel qui permet une intervention en première intention. L'aide médicale urgente réduit le temps d'intervalle médical libre et permet finalement une prise en charge beaucoup plus efficace des patients. Ça sauve des vies, mais ça permet aussi de réduire les séquelles lorsqu'on a des AVC qui sont pris trop tard ou lorsque l'on a des infarctus qui nécessitaient des interventions plus rapides. L'aide médicale urgente, les territoires de santé transfrontaliers améliorent l'accès aux soins, répondent aux difficultés de la démographie médicale dans les régions frontalières, intensifient l'utilisation de l'offre de soins disponibles, créent des synergies entre les systèmes de santé et favorisent les expériences de bonnes pratiques entre les deux volets frontaliers en règle générale. Du côté de la grande région vers laquelle on se tourne aujourd'hui en quittant l'espace frontalier franco-belge qui nous sert finalement d'expérience, de leçon et qui est un peu le modèle reconnu au niveau européen, en tout cas par la Commission européenne jusqu'à présent, on aimerait disposer aussi de dispositifs structurant la coopération transfrontalière de la même manière qu'on l'a fait entre la France et la Belgique. C'est la raison pour laquelle on a fait l'inventaire des dispositifs structurels existants. Il y a un accord cadre entre la France et la Belgique, un accord cadre entre la France et l'Allemagne. Il y a un accord cadre entre la France et le Luxembourg. Donc nous nous sommes interrogés de l'opportunité de développer au sein de la grande région des accords cadres de ce type dans les autres régions frontalières. Et ces accords cadres ont permis de développer une série de coopérations qui existent aujourd'hui, notamment entre la province de Luxembourg et la Meurthe-et-Moselle et la Meuse dont je viens de parler, entre Arlon et Mont-Saint-Martin, l'aide médicale urgente également, mais sur le versant mosellan, entre la France et l'Allemagne, une convention de cardiologie entre Wolkingen et Forbach, une convention de type ZOAST qu'on appelle Mozart mais qui n'est pas très officiante et qui concerne en fait la neurochirurgie. Ensuite, du côté de la communauté germanophone, on a passé une convention récemment dans le cadre du projet COSAN Interreg 5 Grande Région, une convention concernant les parturiantes qui sont sur le territoire de Prüm et qui peuvent venir accoucher à Saint-Vite. Nous espérons aller bien sûr plus loin, et pour aller plus loin, bien sûr, nous souhaiterons dans le cadre de l'accord que l'on a passé avec le programme Interreg 5, créer un observatoire de la santé grand régional qui fait fortement défaut, et dans le cadre de la pandémie, on s'est rendu compte de la nécessité de telles sources d'informations. On voudrait développer les coopérations transfrontalières à travers les accords cadres qui manquent aujourd'hui. On vous remercie infiniment de l'oreille attentive que vous avez eue et les membres de votre cabinet pour aller dans la direction de créer un accord cadre entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, et ainsi aussi aller dans la même direction entre la Belgique et l'Allemagne. C'est en tout cas le souhait qui est exprimé lors du séminaire dont Mélissa a parlé tout à l'heure, du 12 mars 2021 qu'on a organisé dans la salle du Conseil provincial. Karl-Heinz Lambert s'est exprimé positivement, reprenant les propos de M. Antoniadis, ministre de la Santé de la communauté germanophone, pour aller dans cette direction. L'idée est en fait de doter la grande région d'instruments qui permettraient de développer des coopérations transfrontalières au sein de cette grande région et de suivre la recommandation qui a été formulée par le comité. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, et merci à tous pour votre attention et votre écoute. Cher Henri,
Un tout grand merci pour cette invitation. À vrai dire, je suis venu surtout pour dire merci. Pas tellement pour un grand discours, parce que vous avez déjà bien expliqué l'enjeu, ce qui a été réalisé, ce que vous voulez réaliser. Je crois que c'était assez clair en étant synthétique en même temps. Mais je vais vous remercier d'abord pour l'effort que vous avez investi dans le passé, dans toute cette aventure de coopération transfrontalière, mais aussi maintenant dans l'effort investi et la sensibilisation en ce qui concerne la nécessité d'arriver aussi à un accord avec le Luxembourg, le Grand-Duché. Peut-être quelques réflexions générales. On a vécu une période extrêmement difficile avec la pandémie, c'est évidemment une porte ouverte, tout le monde le sait. Ça a été extrêmement difficile pour le personnel soignant, pour les institutions hospitalières, pour les maisons de repos, pour les familles touchées, mais pour toute la population. Et si un jour on vaincra le virus, ça sera grâce à la science d'un côté et à notre capacité d'organiser la solidarité de l'autre côté. Je crois que c'est vraiment un message qu'il faut retenir, c'est vraiment la grande leçon. La victoire sur le virus, on n'est pas encore là, mais la victoire sur le virus, ce sera une victoire de la science, les vaccins, la vaccination, d'un côté, mais aussi la solidarité. Parce qu'évidemment, déjà les premières mesures de gestion, des mesures contraignantes, c'était des mesures de solidarité, c'était demander un effort à tout un chacun pour ralentir la circulation du virus en solidarité. Et à vrai dire, notre population nous a suivis. Et c'est grâce à la persévérance de la population qu'on a pendant des mois su ralentir le virus. Et deuxièmement, dans les hôpitaux, dans toutes les institutions concernées, on a vu une solidarité énorme. D'abord l'effort par le personnel soignant, mais aussi la solidarité organisée entre hôpitaux, par les transports qui ont été extrêmement importants au niveau belge, entre les hôpitaux, et vous avez peut-être écouté hier les nouvelles, de nouveau en ce qui concerne la région de Bruxelles, pour aider les Bruxellois, on va demander de la solidarité dans le chef d'autres hôpitaux en Belgique. Et donc cette solidarité en termes de répartition d'efforts a été extrêmement importante aussi dans la gestion des conséquences de la crise. Et troisièmement, la campagne de vaccination, c'est une organisation d'une certaine solidarité. Se faire vacciner, c'est un acte civique, c'est un acte de solidarité, c'est se protéger soi-même, mais aussi protéger ses proches. Évidemment, il y a aussi une dimension, je dirais, territoriale, spatiale, transfrontalière, européenne dans cette organisation de solidarité. Et on a su faire, et vous l'avez mentionné, entre pays européens, entre le Grand-Duché luxembourgeois et nous, entre l'Allemagne et nous, entre la France et nous, il y a eu une réelle solidarité dans la gestion de la crise. On a eu des échanges intensifs et je dirais presque un dialogue permanent sur la situation épidémiologique, sur les stratégies mises en place. Il y a eu une mutualisation immédiate des connaissances et des pratiques. Et, comme vous l'avez mentionné, il y a aussi eu des transports de patients importants pour nous, par exemple vers l'Allemagne, et nous sommes extrêmement reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour nous. Et d'autres pays sont reconnaissants de ce que nous avons pu faire pour quelques autres pays. Et donc cette solidarité européenne, transfrontalière, a été très importante. Mais une solidarité en mode de crise, évidemment, fonctionnera toujours mieux sur base d'une bonne collaboration hors crise, je dirais journalière. Et donc un cadre pour une coopération au jour le jour constitue la base idéale pour une collaboration efficace en réponse en cas de crise. Et c'est ça peut-être aussi une leçon qu'il faut tirer. Évidemment, vous l'avez bien montré, il y a déjà toute cette expérience avec la France.
évidemment aussi en ce qui concerne cette région-ci et le Grand-Duché de Luxembourg, il y a déjà pas mal de collaboration, de coopération, notamment et directement entre les hôpitaux, et pensons par exemple aux bonnes collaborations entre hôpitaux luxembourgeois et belges en termes de soins intensifs pédiatriques, néonatal, les PET scans ou autres. Et donc avec la déclaration d'intention que nous avons signée ce matin, nous voulons vraiment démarrer l'élaboration d'un cadre compréhensif, non seulement pour ce type de collaboration qui existe, pour cette collaboration intense au moment d'une crise, mais une collaboration compréhensive qui permet à la population d'avoir davantage accès aux soins de qualité et à la continuité des soins, parce qu'il y a là deux défis que vous connaissez sans doute. Il y a d'un côté les défis en ce qui concerne la continuité de ceux qui résident dans un pays, travaillent dans un autre pays, se font soigner dans un autre pays. Il y a aussi évidemment l'avantage de la synergie, d'une certaine spécialisation, mais aussi de rendre accessible ce qui existe comme spécialisation. On a signé un accord qui est un accord d'intention, mais avec une intention claire, je dirais aussi avec une marque sociale très visible, très lisible, parce qu'il s'agit clairement d'améliorer l'accès aux soins, d'améliorer l'accès pour toute la population, pour tout un, chacun, dans une vision solidaire des soins de santé comme nous l'avons. Ce matin, on a, à vrai dire, aussi discuté d'un accord, d'une intention de coopération en matière de gestion de crise, soins médicaux urgents, pompiers, police, donc c'est un autre document qu'on a signé et qui est dans un certain sens un complément de ce qu'on vient de discuter et de présenter ici. Et nous avons voulu immédiatement être très concrètes. Ça, c'est un document déjà assez étoffé avec toute une série de pistes. Et par exemple, très prochainement, il y aura déjà une réunion d'un groupe de travail avec les pompiers, les polices, les services d'urgence pour commencer à développer, à préparer aussi la collaboration dans des périodes de crise. J'ai par exemple, c'est un élément très ponctuel, j'ai par exemple invité aussi mon homologue luxembourgeois à désigner une délégation pour prendre place dans un comité d'accompagnement que nous avons dans notre réseau qui fait le whole genome sequencing, donc le séquençage des virus, parce que nous avons beaucoup de données, mais nous voulons partager ces données, nous voulons partager cette expérience, comme nous le faisons avec d'autres pays. Et donc je crois qu'en étant des voisins, il y a encore pas mal de possibilités de renforcer notre collaboration. Mais donc, un très grand merci. Et à vrai dire, vous avez, comment dire, touché quelque chose qui me tient au cœur en me souvenant de 2002 et l'accord avec les Britanniques. Vous savez peut-être que j'ai aussi donné un peu cours pendant quelques années, enfin, pendant pas mal d'années, j'ai donné cours sur l'Europe sociale. Et j'ai souvent dit à mes étudiants que l'Europe sociale, c'est entre autres, mais de façon importante, toutes ces expériences transfrontalières, donc Interreg. C'est une composante essentielle de cette Europe sociale. C'est vraiment pratiquer la solidarité, pratiquer le fait qu'une frontière ne doit pas être une frontière en termes de santé et de solidarité. C'est déjà une histoire de longue date dans un certain sens, mais je crois que vous montrez qu'il faut continuer à développer ça, qu'il y a toujours un potentiel très important, et donc, comme ça vous avez un peu, disons, fait le lien, non seulement avec une certaine histoire partagée, mais aussi avec un thème qui vraiment me tient au cœur. Il s'agit vraiment d'une certaine vision aussi de l'Europe, ce qui se pratique ici. Mais il faut le montrer en pratique, il faut le prouver en pratique. Et donc, voilà, on a signé cette déclaration d'intention, qui sont quelques lignes importantes, mais des principes quand même clairs. Maintenant, évidemment, notre devoir, député et M. Duval, je suis certain que vous avez toute l'expertise nécessaire pour nous aider
à vraiment bien développer tout cela dans un vrai accord cadre qui prendra sa place dans la galerie des accords cadres que vous avez montré. Donc un très très grand merci pour cet effort de sensibilisation, toutes les initiatives prises, et essayons de travailler ensemble pour mener à bien tout cet exercice. Merci. Merci.